Sous un hangar sans enseigne, les étincelles jaillissent d'un acier arraché aux mines de Kaas. Dans cette chaleur d'huile et de fer, des ingénieurs burkinabés alignent les pièces d'un rêve interdit, forger eux-mêmes leur défense. Pourquoi ce geste d'Ibrahim Traoré bouleverse-t-il autant les chancelleries? Parce qu'en transformant la dépendance en métal, il redéfinit l'idée même de souveraineté. Le destin du Burkina Faso ne se lit plus dans les rapports d'aide, mais dans le feu qui sculpte son indépendance. Mais derrière ce pari se cache une promesse bien plus vaste. Prouver qu'un pays classé parmi les plus pauvres peut devenir maître de son industrie stratégique. Le risque est immense, financier, diplomatique, existentiel. Car remettre en question 60 ans de dépendance, c'est provoquer l'architecture entière de la sécurité mondiale. L'enjeu n'est pas seulement militaire, il touche à la dignité collective, à la capacité d'un continent à rompre le cycle de l'attente et de l'assistance. Chaque boulon forgé à Ouagadougou, chaque plan calibré par les ingénieurs revenus de la diaspora, porte l'idée qu'une autonomie concrète vaut mieux qu'une indépendance proclamée. Et si l'audace de cette génération annonçait la fin du rôle de simple client pour l'Afrique, son raisonnement naît du terrain, voir ses soldats mourir faute de munitions alors que des hélicoptères étrangers observaient sans intervenir. Ce jour-là, la souveraineté a pris un visage concret, celui d'un officier qui comprend qu'une autorisation extérieure n'est pas une stratégie, mais une dépendance. Depuis 7 septembre 22, ce visage s'est transformé en plan d'action. Le Burkina Faso ne veut plus demander, il veut fabriquer. Derrière les rideaux métalliques des ateliers de Kouougou, des ingénieurs calibrent les presses automatiques, ajustent les tolérances au micron près, consignent les résultats dans des carnets bilingues, français et mourés. La transformation n'est plus symbolique, elle est mesurable, auditable, reproductible. Ce basculement explique la nervosité des diplomaties occidentales. Un pays qui décide seul, c'est un précédent. Un continent qui pourrait imiter son exemple, c'est une rupture. Et si le Burkina Faso parvenait réellement à boucler ce cycle de production, la hiérarchie mondiale de la sécurité s'en trouverait inversée. Parmi les figures discrètes de cette révolution industrielle, Fatima Zongrana occupe une place singulière. Ingénieure mécanique revenue de Lyon après 5 ans dans l'automobile, elle dirige aujourd'hui le contrôle qualité d'une usine de munitions près de Kouougou. 12 heures de travail, la chaleur des fours, les mesures au micromètre, son récit traduit la mutation d'un pays qui apprend à compter sur ses propres mains. À ses côtés, des techniciens venus du Nigeria, du Ghana et du Niger partagent le même geste. Leurs accents diffèrent, mais le regard est identique, celui d'une génération qui transforme la compétence en résistance. Pour Ibrahim Traoré, ces ouvriers incarnent la souveraineté vécue, non proclamée. Chaque recrutement de la diaspora est un pari sur la compétence africaine. Chaque machine importée devient un outil d'émancipation. Là où certains observateurs occidentaux voient un risque sécuritaire, le capitaine y lit une renaissance psychologique, la fierté de produire, de réparer, de comprendre. Les effets se font déjà sentir. Salaires réguliers, ateliers annexes, services logistiques. Une économie parallèle émerge, nourrissant les familles et réinventant la notion même de travail national. Ce qui naît dans les hangars, c'est moins une industrie qu'un imaginaire nouveau. Ainsi, la souveraineté cesse d'être un slogan. Elle devient un métier. Tout commence le 15 juillet 2023. Un décret présidentiel classé confidentiel défense fixe un objectif. 3 ans pour atteindre l'autosuffisance industrielle. Les diplomates rien. 3 ans pour bâtir une industrie que d'autres ont mis des décennies à créer. Pourtant, dans l'ombre, les premiers chantiers s'ouvrent. Des conteneurs arrivent par train depuis le port de Lomé.
Les étiquettes parlent d'outillage agricole. Les caisses contiennent des presses hydrauliques, des moules de canon, des circuits de commande. Les ingénieurs burkinabés installent, câblent, testent. Les ateliers s'allument. Les presses tournent. Les premiers prototypes sortent. Fusil BFA-1, drone S-1, Falcon, véhicule blindé VAB-1. Chaque modèle porte la marque fabriquée au Burkina Faso. En quelques mois, la cadence s'impose. 5000 fusils, 2 millions de munitions, 50 drones par mois. Les inspecteurs notent un taux de rejet de 3%, équivalent aux standards européens. Les manuels sont écrits en français et en mouré. Le logiciel de contrôle aussi. Pour la première fois, un soldat burkinabé peut démonter et réparer son arme sans manuel étranger. Dans les rues de Ouagadougou, les camions bâchés circulent chargés d'acier. Les habitants reconnaissent l'odeur du métal chauffé, un parfum de changement. Les salaires tombent à l'heure, les familles mangent mieux, les enfants retournent à l'école. Autour des usines, une économie dérivée se forme. Transporteurs, cantines, imprimeurs, petits sous-traitants. La production militaire devient moteur social. Juin 2020, marque l'Apolé. Un bataillon de 800 soldats défile équipés uniquement de matériel national. Ibrahim Traoré, fusil en main, lève l'emblème gravé. Burkina Faso. L'image fait le tour du continent. Pour les chancelleries occidentales, c'est une alerte. Pour la jeunesse africaine, un signal. Après l'explosion symbolique vient la résonance. Les importations d'équipements chutent de 73%, soit près de 200 millions de dollars réinjectés dans l'économie nationale. Plus de 12 400 emplois directs, 45 000 indirects. Les usines deviennent lieux de transmission, les écoles d'ingénieurs des viviers. Dans les journaux européens, les éditorialistes hésitent, faut-il saluer une réussite ou craindre une dérive? Ibrahim Traoré répond: ce que nous forgeons n'est pas contre le monde, mais contre la dépendance. La phrase circule comme un manifeste. Les images de ces ateliers rappellent une leçon ancienne. La souveraineté ne se décrète pas, elle se fabrique pièce par pièce, au prix du silence et de la poussière métallique. Ce jour-là, l'Afrique ne rêva plus, elle produisit. Deuxième repère, les flux financiers. Entre 2022 et 2024, les importations d'équipements chutent de 73%, soit 200 millions de dollars réinjectés dans l'économie nationale. Derrière ces chiffres, un effet multiplicateur. Les économistes du ministère des Finances calculent qu'un dollar investi dans le programme de défense génère 2,7 dollars d'activité secondaire. Métallurgie, transport, électronique, maintenance. La défense, jadis gouffre budgétaire, devient un moteur de croissance. Troisième indicateur, la qualité industrielle. Les contrôleurs des usines de Kouougou mesurent la résistance de l'acier local. Résultat, 84% de la résistance des aciers importés, une marge qui se réduit chaque mois. Ces données traduisent une progression structurelle. Plus qu'un symbole, elles attestent d'un apprentissage collectif. Rédiger des protocoles, calibrer les machines, améliorer les tolérances. Les techniciens burkinabés écrivent leur propre manuel, un geste technique, mais aussi politique. Ces chiffres forment l'ossature d'un récit mesurable. Derrière chaque pourcentage, une mutation du regard. L'ouvrier ne se considère plus exécutant mais concepteur. L'université locale devient centre de calcul et d'innovation. Les courbes de rendement affichées dans les ateliers sont des drapeaux. La souveraineté, désormais, a des unités de mesure. La tonne d'acier, l'heure de travail nationale, la pièce produite sans licence étrangère. Les observateurs extérieurs y voient une contradiction.
Comment un pays pauvre peut-il financer cette montée en puissance sans se ruiner? Mais Ibrahim Traoré mise sur un principe simple. Chaque fusil fabriqué localement remplace une importation. Chaque dollar économisé devient ressource pour l'éducation, la santé, les infrastructures. Le déficit commercial se resserre, la fiscalité intérieure progresse de 18%, les impôts industriels deviennent une source de recettes stable. Ce basculement chiffré ne raconte pas seulement une économie, il mesure un changement psychologique. Lorsque les ingénieurs apprennent à quantifier, ils apprennent à décider. Les critiques occidentaux avancent deux objections majeures. La première, fabriquer des armes dans une région minée par l'instabilité reviendrait à jeter de l'huile sur le feu. Selon eux, la militarisation du Burkina Faso accentuerait les tensions, alimenterait les trafics, risquerait de déstabiliser tout le Sahel. Cet argument s'appuie sur une peur légitime, celle de voir les armes se retourner contre leurs créateurs. Mais sur le terrain, les données contredisent ce scénario. Depuis la mise en service des chaînes locales, les pertes militaires liées au manque d'équipement ont chuté de près de 40%. Les opérations anti-insurrectionnelles sont désormais menées sans appui logistique étranger. Le contrôle civil assuré par des inspections trimestrielles et la traçabilité numérique des composants réduit le risque de dérive. La sécurité ne vient plus du désarmement imposé, mais de la maîtrise technique. Le second argument concerne l'économie. Chaque fusil produit, disent certains, serait une école non construite. Chaque drone, un hôpital différé. Cette logique comptable ignore un fait central. La production de défense crée des revenus, finance des services et soutient la demande intérieure. Les 12 400 emplois directs et les 45 000 emplois induits en témoignent. En transformant la dépense en investissement, le Burkina Faso a inversé le flux de valeur. Ibrahim Traoré l'a formulé ainsi: l'arme que nous forgeons n'est pas contre le monde, elle est contre la dépendance. Derrière cette phrase se cache une philosophie du développement endogène: bâtir la compétence avant de solliciter l'assistance. Les faits donnent pour l'instant raison à cette vision. La stabilité s'accroît, la production croît, les alliances régionales s'élargissent. Là où les sceptiques voient un risque, le Burkina Faso démontre une méthode. Le fer burkinabé ne fabrique pas la guerre, il façonne la liberté. Un fusil levé, un silence brisé. Juin 2024. Sur l'avenue de Ouagadougou, un bataillon de 800 soldats défile, armés uniquement d'équipements nationaux. Ibrahim Traoré brandit un fusil marqué Burkina Faso. Et dans ce geste se concentre toute la bascule d'un continent. L'image traverse les télévisions africaines comme une onde de choc. Ce jour-là, la souveraineté cesse d'être une théorie. Elle devient visible, mesurable, partagée. Les chancelleries occidentales parlent de prolifération. La jeunesse y voit une renaissance. Dans les usines, les ouvriers se photographient avec leurs prototypes, conscients d'assister à un moment fondateur. Ce moment marque le milieu du récit. L'Afrique ne suit plus. Elle initie. Les conséquences du programme d'Ibrahim Traoré se mesurent désormais dans chaque sphère du pays. Autour des 5 sites industriels, plus de 600 PME se sont greffés. Métallurgie, transport, énergie, alimentation. Les revenus fiscaux progressent. Le PIB intérieur gagne 2,3 points. Les chaînes de production d'armes forment désormais des techniciens qui se reconvertissent dans le civil. Fabrication d'outils agricoles, de pièces mécaniques, de batteries. Une industrie de défense qui enseigne à construire autre chose, voilà l'effet multiplicateur qu'aucun manuel économique n'avait prévu. Dans les marchés de Ouagadougou, la conversation a changé.
on ne parle plus seulement des prix ou des pénuries, mais des projets. Mon cousin travaille à Kaya, mon fils veut être ingénieur. Ce glissement du discours traduit une révolution silencieuse. Le travail manuel, longtemps dévalorisé, devient signe d'appartenance. Les ouvriers parlent d'honneur, les familles d'avenir. Ibrahim Traoré a déplacé la fierté nationale du drapeau vers l'établi. Au Mali et au Niger, les officiers signent un protocole d'échange, mutualisation des savoir-faire, standardisation des calibres, partage des plans. Ce réseau informel reçoit un nom, African Defense Consortium. Les ingénieurs échangent des schémas, des alliages, des codes, une langue technique commune naît, celle de la compétence africaine. Paris y voit une menace, Moscou était Téhéran un marché. Mais pour le Sahel, c'est un acte d'unité inédite. Ces effets combinés modifient le centre de gravité géopolitique du continent, ce que les diplomaties appellent prolifération, le Burkina Faso le nomme apprentissage. Et lorsque les nations apprennent ensemble, elles cessent de subir. Le Consortium africain de défense élargit sa coopération à la Guinée et au Tchad. Les lignes franchissent la barre des 10 000 armes mensuelles, les premiers contrats interafricains sont signés. Les revenus d'exportation financent les infrastructures et la recherche. La perception internationale change. L'autonomie africaine devient opportunité, non menace. Dans ce contexte, le Burkina Faso se positionne en catalyseur continental. Ibrahim Traoré, jusque-là perçu comme figure polémique, serait reconnu comme pionnier industriel panafricain. Un blocus technologique freine les importations de composants critiques, capteurs, circuits, logiciels. Les coûts explosent, la production stagne. Les tensions internes grandissent, donnant prétexte à des déstabilisations politiques. Ce scénario redouté illustre la fragilité d'une indépendance encore partielle. Mais même ici, l'effet d'apprentissage demeure. Les ingénieurs cherchent à fabriquer localement les pièces manquantes, semant les graines d'une résilience durable. Quelle que soit l'issue, le cœur du projet reste inchangé. Maîtriser la technologie pour gouverner son destin. La vraie question n'est pas si l'Afrique peut produire, mais comment elle choisira d'utiliser ce qu'elle sait faire. Car la souveraineté ne se prédit pas, elle se pratique. Ibrahim Traoré le répète souvent. La compétence libère. Cette phrase simple a trouvé son écho dans les écoles, les ateliers, les foyers. Les jeunes comprennent que la maîtrise technique n'est pas l'apanage des puissances étrangères, mais un droit civique. Apprendre devient un acte de résistance tranquille. Pour les entreprises locales, l'effet est immédiat. Les artisans s'associent pour répondre aux commandes. Les coopératives féminines se spécialisent dans les fournitures industrielles. Les ingénieurs forment à leur tour des apprentis. Une chaîne de savoir s'installe, liant université et ateliers, professeurs et ouvriers. Pour le spectateur, qu'il soit africain ou non, l'enjeu est le même. Comprendre que l'indépendance ne se résume pas à un drapeau, mais à la capacité de produire ce qu'on consomme, de réparer ce qu'on utilise, d'enseigner ce qu'on découvre. Car la souveraineté commence là où chacun décide d'apprendre. Le gouvernement burkinabé formalise désormais un programme en 5 étapes, sobrement nommé Projet 363. 36 mois, 3 objectifs. Autonomie, fiabilité, exportabilité. 1. Structurer la chaîne. Chaque site industriel adopte une gouvernance mixte. Armée, ingénieurs civils, inspection indépendante. Les audits trimestriels sont publics. La traçabilité des composants devient la première barrière contre l'opacité. 2. Renforcer la compétence. Des bourses forment 1000 techniciens d'ici fin 2025 dans les domaines de métallurgie, d'automatisation et de cybersécurité industrielle. L'efficacité ne se mesure pas au diplôme, mais au taux d'intégration professionnelle. 3. Diversifier la production.
20% des capacités des usines pilotes seront dédiées aux biens civils, outils agricoles, batteries, pièces mécaniques. Ainsi, la défense devient levier transversal. 4. Sécuriser les alliances. Le African Defense Consortium établit des règles communes de contrôle et d'échange. Chaque pays membre partage ses plans, harmonise ses calibres, réduit les dépendances. 5. Investir dans la transparence. Les flux financiers sont publiés, les contrats sont standardisés. Ibrahim Traoré insiste. Une indépendance sans éthique reproduit la domination. Ces 5 jalons transforment une aventure politique en politique publique. Le fer fondu des ateliers devient architecture de gouvernance. Chaque indicateur, tonnage d'acier, taux d'emploi, volume exporté, sert de boussole collective. Dans l'usine de Kouougou, Fatima Zongrana observe une coulée d'acier rouge. La chaleur l'étreint, les étincelles dansent. 3 ans plus tôt, elle travaillait pour des marques étrangères. Aujourd'hui, son nom figure sur les registres d'une production nationale. Elle sourit. Nous servons enfin notre pays. Ce visage résume l'histoire d'Ibrahim Traoré. Derrière le capitaine et les discours, il y a des mains noircies par le métal, des yeux fatigués mais fiers. La souveraineté, ici, ne se déclame pas. Elle se respire, se forge, se partage. Dans le vacarme des presses, on entend battre autre chose qu'un moteur, une foi tranquille dans la compétence. Chaque pièce usinée devient un symbole discret d'émancipation, et lorsque le métal se fige, il garde l'empreinte d'un peuple qui a choisi d'apprendre plutôt que d'attendre. Le Burkina Faso n'a pas seulement bâti des usines, il a bâti une idée qui dépasse ses frontières, celle qu'un pays peut se redresser par la compétence, non par la charité. Dans un monde où la dépendance se travestit souvent en aide, cette expérience dérange autant qu'elle inspire. Les images d'ouvriers burkinabés ajustant des pièces de drone circulent encore sur les réseaux. Elles rappellent que la souveraineté n'est pas un privilège réservé, mais une pratique collective. Apprendre, produire, transmettre, 3 gestes simples qui, répétés, refondent une nation. Pour Ibrahim Traoré et pour ceux qui le suivent, l'enjeu n'est plus de prouver, mais de persévérer. Car si le fer symbolise la force, la constance symbolise la liberté. Et pour vous, lecteurs, qu'évoque cette leçon de métal et de volonté? Peut-être la question essentielle. Que reste-t-il à forger chez nous pour être vraiment libre?